Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous. D'après une étude de Good Habits, pour 59% des employés en France, il est important de travailler dans une entreprise qui valorise la diversité et l'inclusion. Pour contribuer à la création d'un environnement de travail inclusif et valorisant pour tous, les services RH et formation ont aussi leur rôle à jouer. Par exemple, avec une présentation non sexiste des femmes et des hommes dans les supports de formation. Mais comment faire pour être plus inclusif et valoriser la diversité lors de la conception de ces supports de formation ? Nous allons voir avec Carl Grant, graphiste spécialisé en digital learning, comment adapter ces supports de formation pour les rendre plus inclusifs et respectueux de toutes et tous. Bonjour Carl et bienvenue. Bonjour Anne-Marie, ça va ? Oui, écoute, je suis ravie de t'accueillir de nouveau dans le podcast. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Oui, on va juste rappeler à nos auditeurs que tu avais donc déjà été mon invité dans l'épisode 6, dans lequel nous avions donc échangé sur l'importance de la prise en compte du graphisme dans la conception des modules de formation. Carrément, c'était exactement ça. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un autre sujet que tu évoques souvent sur LinkedIn, qui est l'inclusivité. Tout à fait. C'est un super sujet sur lequel, dans les modules de formation, souvent, je trouve qu'on l'oublie un peu. Oui, tout à fait. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire qui tu es pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode 6 ? Ok, donc je m'appelle Carl Grant, voilà, je suis d'origine franco-allemande, c'est pour ça que j'ai un prénom un peu particulier, et je suis graphiste spécialisée en digital learning depuis 20 ans. J'ai appris le métier à Montréal, au Québec, voilà, où on faisait du e-learning à l'époque sur CD-ROM, sur des logiciels qui s'appelaient Director, et dans les années 2000, la grande nouveauté, c'était le logiciel Flash qui nous permettait de faire des modules de formation qu'on pouvait héberger sur Internet. C'était la grande nouveauté. Donc après avoir travaillé dans ce domaine-là, particulièrement dans le domaine de la santé, j'ai bossé en jeux vidéo. Donc j'étais en charge des graphismes des jeux ludo-éducatifs. D'ailleurs là l'autre jour j'ai rejoué à YouSing, qui est un jeu sur la Wii, qui est un karaoké, voilà, où j'avais fait le design, juste pour la petite anecdote, c'était très drôle. Voilà, et donc aujourd'hui, je suis indépendante en tant que freelance et j'aide les concepteurs pédagogiques et les formateurs aussi à faire des présentations graphiques plus pertinentes et surtout qui permettent aux apprenants d'être plus focus, d'avoir envie de faire la formation. Donc tous ceux qui forcent un peu la main en disant tiens, il faut que tu te formes, voilà, de vraiment répondre à ces exigences-là. Très bien, merci. Et donc aujourd'hui, on va parler d'inclusivité. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une communication inclusive ? Alors, la communication inclusive, pour moi, c'est ne pas exclure, mais plutôt, et surtout intégrer le maximum de minorités, alors que ce soit des minorités non sexistes, hommes-femmes, non discriminatoires, qu'on intègre des handicapés, voilà, et puis non racistes aussi. Et justement, dans la communication visuelle, c'est assez facile de pallier à intégrer les gens, les minorités doivent être visibles. Oui, c'est une communication qui reflète en fin de compte la vie réelle, on va dire. Complètement, c'est ça. Parce que tout à l'heure, tu me donnais un exemple, lorsqu'on a préparé l'épisode, tu me disais que lorsque tu cherchais donc des femmes entrepreneurs, par exemple, sur Google, c'était principalement des femmes blanches, jeunes, qui ressortaient, ce qui n'est pas forcément la réalité.
Ouais, complètement ça. Donc du coup, c'est se sortir de ces stéréotypes-là, parce que en fait, la communication inclusive, elle va permettre de faire évoluer les mentalités. Donc en fait, elle va être finalement transformatrice. Si j'utilise pour représenter un employeur une femme, oui, j'aide à abandonner le masculin systématique et générique et de permettre une meilleure visibilité des femmes, par exemple. Voilà. Oui, complètement. Et quand as-tu commencé à t'intéresser à la communication inclusive? Je crois que c'est lorsque tu étais encore au Canada, c'est ça? C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est vraiment là-bas où, déjà en 1998, au siècle dernier, eh bien, les annonces de recrutement étaient inclusives hommes-femmes. Déjà juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, on postulait pour un poste de concepteur ou conceptrice pédagogique, par exemple. Voilà. Et là-bas, les femmes, elles ont féminisé les professions. Donc, par exemple, le docteur, on l'écrivait docteur RE. Et l'abréviation, d'ailleurs, c'était pas point, juste DE point, mais c'était aussi DRE point. Voilà. Et puis les auteurs, eh ben, on rajoutait un E à la fin. Donc du coup, oui, je trouvais ça intéressant parce que nous, en Europe, on ne le faisait pas, que ce soit et en Suisse et en Belgique. Et en France, dans ces 3 pays francophones, non, on ne faisait pas cette différence-là. La dominante, c'était toujours la dominante masculine. Un docteur, c'est un docteur, quoi. C'est un homme. Oui, oui, oui. Et donc, tu as déjà répondu un petit peu à la question, mais selon toi, pourquoi c'est vraiment important de se préoccuper de cette inclusion dans la conception des modules de formation? Parce que bien sûr, on va essayer de représenter la réalité, mais encore. Alors pour moi, c'est vraiment une manière de communiquer qui va être rassembleuse, en permettant justement de montrer en fait ces minorités invisibles. En fait, si je devais donner un exemple, si par exemple on imagine qu'on fait en train de monter un module de formation sur le handicap et que les prénoms des personnes qu'on va donner comme exemple ne seraient que des prénoms de femmes et des femmes indiennes. Donc par exemple, ça s'appellerait Avani, Parvati, Prisha, voilà. Et ben on se dirait indéniablement que seules ces femmes sont handicapées. Oui. Donc le fait de mettre un Mohamed, de mettre un Jean-Christophe, de mettre un prénom américain, Kevin, bon voilà, ça donne une espèce de globalité et ça peut dire non, parce que là par exemple, en ce moment je bosse avec des concepteurs pédagogiques pour la GFIP. Eh bien les choix des prénoms ont été systématiquement franco-française. Donc à un moment donné, moi ça m'a vraiment gênée. J'ai dit mais on peut pas. Donc du coup j'ai essayé de mettre des prénoms asiatiques, des prénoms africains, enfin voilà pour que on ait une vision un peu plus large. Et à l'inverse, on peut aussi sensibiliser si on a besoin de sensibiliser une population. Par exemple, prenons un exemple. Aux États-Unis, les populations qui ont un diabète sont particulièrement les Afro-Américains, les Hispaniques et les Amérindiens. Donc là, si je fais un module de formation destiné au peuple des États-Unis en anglais, eh bien, je vais illustrer plutôt avec ces populations-là. Je vais plutôt représenter des gens typés mexicains, des gens typés afro-américains et amérindiens, plutôt que de mettre la femme blanche américaine, new-yorkaise, etc. Parce que du coup, je vais illustrer mon module de formation avec des personnages à qui ça va parler, où elles vont se sentir vues et concernées. Voilà un peu de la manière de fonctionner visuellement. Bah justement, tu enchaînes avec ma prochaine question qui est comment fais-tu au niveau de tes visuels pour être inclusive? Où est-ce que tu vas aller chercher tes visuels? Quand tu commences un module de formation, comment tu te dis, bon bah voilà, je vais mettre tel personnage. Comment fais-tu au niveau visuel? Parce qu'on parlera après de l'écrit. D'accord. Une image, pour moi, c'est un langage. Elle est porteuse de sens et de signification. C'est vraiment un langage. Comme pour les mots, voilà, le choix des images va
participer à cette construction sociale de l'identité. C'est comme, contrairement à un livre, quand tu lis, si l'auteur ne décrivait pas, l'écrivain ne décrivait pas, le personnage ne disait pas, ben voilà, cette personne porte des lunettes, a des cheveux frisés, et vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Vous pouvez l'imaginer blonde, brune, voilà. C'est pourquoi, moi, je trouve qu'il est important tout de même dans les modules de formation, de refléter une vision de la diversité des identités. Notamment, par exemple, quand on fait une formation très grand public, oui, faut pas qu'on tombe dans le cliché, finalement, de la norme de la majorité, mais qu'on englobe tout le monde. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu disais, comme dans la vraie vie. Alors, oui et non, parce que la population française, ses origines va être différente en Alsace que en Bretagne. Par exemple, en Alsace, on a une population d'anciens immigrés turcs qui sont beaucoup plus importants que en Bretagne, par exemple, parce que c'est les mouvements migratoires où les gens sont arrivés de cet endroit-là, voilà. Donc, des fois, c'est pas tout à fait juste, tu vois. Et tu peux être, et je tenais l'exemple, j'ai une de mes amies qui est chef d'entreprise, eh bien, elle est de couleur de peau noire, eh bien, elle n'engage que des blacks. Pourquoi? Je sais pas, c'est une espèce de communauté, voilà, c'est aussi, je sais, c'est aussi pour les mettre en avant, voilà. Donc c'est aussi intéressant. Moi je trouve que ces approches sont toutes chouettes, même si effectivement là on recrée une communauté. On contribue tout de même à surpasser les stéréotypes et à favoriser le vivre ensemble. Tu vois, si je faisais que une formation en visant que la population maghrébine, non, tu peux être d'origine hispanique et avoir les mêmes problèmes que la population maghrébine, quoi. Du coup, moi, quand je dois choisir des images, je vais choisir des images qui reflètent quand même, selon ma cible d'apprenants, je vais quand même essayer de refléter une mixité des communautés en formation. Je vais essayer de casser un peu ça, et puis de mélanger autant d'hommes que de femmes, des différences d'âge. Souvent aussi, on reste sur les tranches d'âge, c'est-à-dire que on se dit, tiens, je ferme des jeunes, donc je vais mettre que des jeunes. Mais en fait, la vraie vie est pas comme ça non plus, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des tailles différentes, des formes différentes. Je peux être obèse, je peux être grande, d'origine donc différente. Et puis aussi des handicaps. Alors les handicaps, il y a la majorité des handicaps, 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc, du coup, je vais quand même dessiner quelqu'un qui va ou trouver une photo de quelqu'un qui a un appareil, par exemple, auditif et que l'on va quand même voir, tu vois. Parce que finalement, le handicap de l'aveugle, je sais plus c'est combien le pourcentage, mais c'est pas très important, ça doit être 5%. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que je vais montrer des personnes de genres différents dans des rôles et des fonctions identiques. Est-ce que l'employeur doit être un homme ou une femme? Il y a des entreprises pour lesquelles leur patron c'est un homme, donc il faut mettre un homme. Ok. Moi, quand c'est vraiment pas possible, si par exemple on doit représenter génériquement un employeur, je vais essayer de mettre un homme et une femme. Je vais mettre les deux. Parce que ça permet à chacun de s'identifier. Si je suis une femme, je vais regarder la femme et je vais dire tiens, ne pas mettre l'homme c'est le directeur et puis la femme c'est la secrétaire. On va casser ce truc-là, tu vois. Dans la troisième partie, je fais aussi attention de ne pas utiliser des couleurs stéréotypées, un peu comme le vert quand c'est juste et puis le rouge quand c'est faux, de ne pas utiliser du bleu pour les hommes et du rose pour les femmes. Je vais plutôt utiliser les couleurs de ma charte graphique que j'ai définie pour le module de formation et puis opter pour, si je dois représenter les hommes, ce sera telle couleur. Ça pourrait imaginer que j'ai mélangé un rose avec un orange, et oui, il y en a un des deux où je vais décider que ça va être l'homme et la femme d'une autre couleur ou de la même couleur. Et puis, en 5e point, je ne mets jamais un groupe plus en avant qu'un autre.
C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'être, aux États-Unis, dans les années 80, quand je dis les États-Unis, c'est Canada, États-Unis, la publicité, les publications officielles, il fallait représenter toutes les ethnies. Donc, il y avait systématiquement quelqu'un de couleur de peau noire, quelqu'un de couleur de peau jaune, quelqu'un de couleur de peau marron, voilà, et puis couleur de peau blanche, voilà, albinos, un roux, un brun, voilà. Mais c'était vraiment la nécessité. Je pense que c'était un texte de loi. Après, je pourrais plus vous redire. Il faudrait qu'on regarde un petit peu. Et du coup, personnellement, je me cherche des images sur des banques d'images qui sont effectivement américaines ou canadiennes parce que il y a plus d'offres de photos de personnes black and brown people. Voilà, il y a, par exemple, sur le site de Flirk, en fait, si tu fais une recherche sur Women of Color in Tech, tu as plein de femmes black. Donc là, quand je dis le mot black, je le dis à l'américaine, hein, parce que il y a des personnes de couleur noire qui n'aiment pas du tout qu'on donne ce terme-là, ou noir, c'est du coup devenu un peu compliqué. Et si les personnes qui m'entendent sont offusquées, je m'en excuserai. Voilà. Et puis, moi, j'utilise aussi des banques d'images de personnes binaires. Et il y a des sites internet il y en a deux. Il y a un site qui s'appelle ton.com qui est avec des photos de personnes de diversité binaire. Voilà. Il y a un autre site qui est genderspectrumvice.com. Voilà, on le mettra peut-être en lien Dans les notes de l'épisode, oui. Ouais, exactement. Voilà, donc moi vraiment j'essaye de chercher ça. Et par exemple aussi, on représente très peu la population asiatique aussi en France. D'ailleurs, juste un peu en aparté, je m'occupe du graphisme d'un festival de films fait par des femmes à l'île de la Réunion. Et du coup, j'ai rencontré plusieurs fois des réalisatrices et des comédiennes qui me disent que elles ont beaucoup de mal à être visibles dans cette profession-là. Ah, d'accord. Parce que c'est un peu comme les blacks qu'on cantonnait à la femme de ménage, à la nounou, etc. Parce qu'on est rempli de préjugés. Donc c'est chouette d'arriver à les faire éclater. Maintenant, personnellement, je me retrouve des fois avec des clients où c'est pas acceptable pour eux. Voilà. Donc après, il faut toujours trouver un espèce de juste équilibre, en tout cas. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie visuelle. Et Ouais. pour la partie écrite, comment tu es plus inclusive dans tes modules? Est-ce que Alors, tu utilises des termes épiphénes? Est-ce que tu utilises oui, l'écriture inclusive? ouais. Alors déjà, tu vois, en tant que graphiste, tu as l'écriture inclusive, donc cette espèce de point qui est en milieu entre les deux lettres, voilà, que personnellement je trouve toujours difficile à lire. Moi aussi. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour les Mac, c'est les raccourcis option Maj plus H. Pour ceux qui ont des PC, c'est Alt 0183 qui permet de mettre ce point. Mais effectivement, moi, j'aime jamais quand il y a ce point d'écriture inclusive. Je trouve ça vraiment compliqué. Des fois, je trouve ça un peu contre-productif. Surtout que pour moi, je trouve que le handicap numéro 1 qu'on a, en tout cas en France, en Suisse, en Belgique, c'est la difficulté à la lecture des populations. Voilà, et plus les gens sont jeunes, plus ils ont de la difficulté à lire. Donc c'est pour ça que de faire des phrases courtes, simples, voilà, c'est toujours, pour moi, c'est déjà la première chose. Alors souvent, moi en tant que graphiste, je vais pas vraiment m'occuper des textes, mais comme je fais de la hiérarchisation visuelle sur les modules de formation, souvent je vais alerter le concepteur pédagogique en lui disant, tu vois là, ton texte, ton titre, il est trop long, il fait 2 lignes, on va le formuler différemment pour en faire qu'une seule ligne, par exemple. Alors, quand la même chose, je fais toujours un peu attention à ce qu'on proscrive la mention du masculin
systématiquement utilisé pour alléger le texte. Donc, je sais pas si quelqu'un m'a écrit dans un texte l'évolution de l'homme, je vais dire on peut pas dire autre chose, l'évolution de l'humanité, l'évolution de la vie humaine, voilà, trouver des choses comme ça. Et puis la même chose, quand on parle d'un groupe mixte, c'est dommage de juste le masculiniser parce que finalement, l'homme, l'humanité, oui, il y a des femmes et on est la moitié, a priori toujours sur Terre. Donc voilà, donc on peut remplacer par le mot personne, par le mot humain, humanité, voilà. Après, utiliser les épicènes, donc c'est privilégier un mot dont la forme est la même au masculin et au féminin. Donc c'est par exemple comptable, c'est le ou la comptable, le fonctionnaire. Et puis alors surtout, moi, ce que je dis toujours, plutôt que d'écrire le ou la fonctionnaire, on va dire les fonctionnaires. On englobe maintenant. Si je veux vraiment dire qu'il y aura des femmes et des hommes, je vais laisser le et la fonctionnaire, tu vois. Et puis utiliser des mots collectifs. C'est le public, tu vois, l'audience, la population, la collectivité, le milieu éducatif. Tu vois, voilà, la main d'œuvre plutôt que de dire les ouvriers, par exemple. Ouais, c'est ça. Le truc que moi même en tant que graphiste, c'est souvent je dis on peut pas reformuler, tu vois. Et vraiment, c'est la reformulation dans laquelle on va essayer d'être plus neutre possible, de façon à ce que et hommes et femmes se reconnaissent. Tu vois, je sais pas si je devais dire, on est fiers de vous remettre votre diplôme, nous sommes fiers de vous remettre votre diplôme dans un discours officiel. Tu disais, c'est avec fierté que nous vous remettons votre diplôme. Voilà, on a englobé un peu tout le monde. La phrase, elle est tout aussi longue, mais voilà, ça passera mieux, quoi. Oui, il faut bien relire les phrases et justement se placer de ce point de vue en essayant de se dire quel terme je vais. Oui, en fait, c'est vraiment un exercice, voilà. Oui, c'est un réflexe à avoir, je pense, après dans la conception, d'avoir ce regard justement sur les écrits, sur les visuels. Et si on parle maintenant d'accessibilité, parce que des modules e-learning inclusifs, ce sont aussi des modules qui sont accessibles à tous. Donc, selon les handicaps que les apprenants peuvent avoir, on peut avoir des daltoniens, par exemple. Donc, est-ce que là, tu as des bonnes pratiques à nous partager ? Je sais que tu en as. C'est vrai que ça fait 20 ans que je suis sensibilisée là-dessus et ça fait 20 ans que juste l'expression tu sais non mais c'est hyper intuitif comme approche, tu vois. Non, en fait, c'est le graphiste, l'UX designer qui a pensé à ça et qui s'est dit tiens, je vais mettre le bouton à tel endroit plutôt qu'à un autre, etc. Donc après, c'est ce que je disais tout à l'heure, 80% des handicaps sont invisibles. Et puis le premier, c'est la difficulté à la lecture. Donc il faut faciliter la compréhension vraiment. J'ai 7 points que je vérifie tout le temps. Donc c'est vérifier que les couleurs utilisées dans le module de formation sont assez contrastées l'une avec l'autre pour que si je regarde ma formation sur un téléphone mobile en plein soleil, si j'ai pas un bon contraste de couleurs, je n'arriverai pas à le voir. Mais le graphiste, il va te proposer ça, il va te dire tiens, vérifie quoi. Et puis il y a des outils, donc il y a Adobe Color qui est un outil gratuit en ligne d'Adobe qui permet de vérifier les différences des couleurs. Et puis surtout, il y a plusieurs sites dont celui-ci qui vous permet de vérifier les visions avec les daltoniens, puisque quand même on a une population masculine et féminine qui sont daltoniens et c'est souvent des gens qui ne le disent pas du tout d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que je choisis quand même plutôt toujours des photos en couleur parce que justement les gens qui vont avoir des difficultés de vision, en fait on voit mieux qu'une photo noir et blanc. Et j'évite vraiment les images en espèce de transparence de fond avec un texte par-dessus. Parce que ça, c'est trop difficile à voir. Il faut quand même savoir qu'à partir de 40 ans, le vieillissement de l'œil fait que nous avons tous besoin d'aide, et donc d'aide par les lunettes ou d'aide par d'autres choses. Par exemple, moi, sur mon téléphone, pour paraître un peu plus jeune, j'ai augmenté la taille de l'affichage de la typographie.
Pareil, j'ai fait pareil. Après, la troisième, donc ça c'est vraiment choisir une taille de typographie au moins, enfin moi je dis dans les modules de formation, c'est au moins du 20 points, plutôt des typographies sans des empattements, parce que dès que les gens commencent à mal voir les empattements, c'est joli mais c'est difficile à lire. Écrire les textes à gauche parce que nous lisons de gauche à droite. Maintenant, si je fais une module de formation pour le Maghreb où on va lire de droite à gauche, ou pour des gens qui lisent du hébreu ou du russe, et ben ça va être de l'inverse, etc. Bien hiérarchiser les éléments, les titres, voilà. Et moi personnellement, j'évite les textes soulignés et l'italique, voilà. Dans les photos, j'utilise toujours des photos le plus proche possible de ce que ça doit représenter de la réalité. Si, par exemple, je fais une formation pour des réparateurs de voitures, je vais pas trouver une image libre de droit d'un moteur d'un tracteur. Tu vois, si les mecs ils doivent réparer des moteurs de, je sais pas, de Peugeot, Peugeot doivent peut-être faire des tracteurs, j'en sais rien, excuse-moi Peugeot. Voilà, la même chose si c'est un truc d'une Jeep, j'en sais rien, tu vois, mais du coup il faut quand même que ce soit cohérent. La même chose si je représente une photo où je parle de chercheurs et que je mets une photo avec un seul mec alors qu'en fait il y a des femmes aussi dans le groupe. Non, ça c'est vraiment des trucs de graphisme. Après, pour les graphismes, la même chose pour les icônes qu'on utilise. J'ai choisi quand même toujours un petit peu avec un trait épais, tu vois. Bien sûr, si je sais que je vais avoir qu'une population de jeunes qui voient très bien, voilà, je peux me permettre de faire d'autres choses. Ça dépend bien sûr toujours de sa cible. Et puis, pour être inclusif pour les handicapés, rajouter les alt, c'est-à-dire les informations descriptives des photos, mais seulement quand elles sont utiles. Si c'est juste la déco, si j'ai juste un icône, un rond, une bulle, un truc que j'en ai peut-être pas besoin. Et puis d'inclure bien sûr des sous-titres et pour les vidéos et pour les audios. Puis le dernier truc, c'est bien sûr respecter le droit d'auteur. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra développer. Oui, oui, c'est un autre sujet, oui, oui. Eh bien, écoute, merci Karl pour toutes ces bonnes pratiques. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et pour conclure, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il est quand même possible de garder sa créativité tout en étant inclusif? Pour moi, c'est ce qui me motive le plus. Mais parce que c'est un truc que je fais depuis 20 ans. Donc, justement, souvent, un peu ma plus-value en tant que graphiste qui est spécialisée là-dedans, c'est que je vais essayer d'amener les concepteurs pédagogiques s'ils n'y ont pas pensé, parce qu'il y en a qui sont spécialisés quand même et on en est de plus en plus sensible. Les logiciels auteurs en ce moment mettent en avant toute l'accessibilité. Donc, c'est qu'au fur et à mesure, on va y arriver. En tout cas, moi, je trouve que c'est des vrais challenges et que je pense que c'est facile. À partir du moment où on y pense, c'est ce que je disais, c'est dès le début, tu penses inclusivité et tu restes inclusif en fait. Enfin, moi je trouve que c'est à chacun de nous, ça permet un changement en fait. On va faire changer les mentalités et ça c'est chouette. De mettre tout le monde ensemble, c'est vraiment le vivre ensemble que je trouve extrêmement intéressant dans le sens de la vie sociale, de la vie politique, etc. C'est ensemble qu'on est plus fort, qu'on va plus loin, qu'on fait de plus grandes choses. D'ailleurs, je m'appelle Grant. Non, c'est une blague. Très bon mot de la fin, Karl. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, la formation a un rôle à jouer justement dans cette inclusivité, dans cette diversité. Et comme tu le dis, en fin de compte, au début de la conception du module, il faut se mettre en tête qu'il faut être inclusif et avoir ce regard-là, cet œil-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Karl. Donc, je mettrai dans les notes de l'épisode ton profil LinkedIn. Et j'invite d'ailleurs nos éditeurs à te suivre parce que tu publies régulièrement des carousels avec des astuces autour du graphisme. Je mettrai également le lien de ton site web
Je mettrai également 2 liens avec 2 guides. Donc, le premier, le guide de communication inclusive de l'Université du Québec. Ouais. Je ne sais pas si tu le connais, Très, très Karl, bien. qui est vraiment très, très bien. Et également le guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe, qui est aussi très, très intéressant, que j'avais déjà partagé sur LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karl. À bientôt. Au revoir. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.